L'économie circulaire peut se définir comme un système de production et d'échange de biens et de services dont les cycles de vie sont les moins consommateurs possibles de matières premières et minimisent les prélèvements des ressources et les impacts sur l'environnement. Mon invité est chargé de mission régionale économie circulaire, mais il est aussi adjoint au maire de la ville de Nevers, en Bourgogne, dans la Nièvre. Il vient témoigner aux zones clandestines de son expérience en la matière et du projet Écrin dont nous décrirons dans quelques instants. Mais pour l'heure, accueillons chaleureusement Bertrand Couturier. Bertrand, bonjour. Ouais, c'est- Je suis ravi de vous recevoir en fait aux ondes clandestines. Euh, la première question en fait qui me vient à l'esprit en fait, ça va être d'annoncer le plan en fait pour tabler le décor sur cette nouvelle année en fait que nous souhaitons à tous bonne et prospère. La mini-biographie en fait, une mini-biographie. Puis ensuite, en fait, quelques éléments de contexte sur la ville de Nevers. Ensuite, le projet Écrin, en fait, que nous verrons. Et puis, en dernier mot, le mot de la fin et la conclusion. Alors, tradition oblige aux zones clandestines. euh, Bertrand, en fait, afin de mieux connaître, est-ce que tu peux te présenter aux yeux de nos auditeurs? Est-ce que vous pouvez nous présenter aux yeux de nos auditeurs et aux oreilles de nos auditeurs, en fait, en retraçant le parcours universitaire, professionnel, en fait, qui vous a conduit jusqu'à moi? Voilà. bien. Du coup, alors, en quelques mots, mon parcours. Donc, je suis originaire de la région de Bourgogne avec une culture, on va dire, assez prégnante dans le milieu agricole, puisque je suis fils d'agriculteur de mon papa, donc qui avait une exploitation céréalière en Côte d'Or sur la plaine céréalière à côté de Dijon. D'accord. Donc, j'ai vécu avec cette sensibilité environnementale et aussi entrepreneuriale, puisque depuis plusieurs générations, mon père, mon grand-père avaient aussi un certain nombre d'activités autour des sujets environnementaux, comme la sylviculture, le traitement et la valorisation des déchets organiques. Donc, j'ai pu, au travers de cet état d'esprit et cet environnement familial, cheminer aussi, moi, vers des formations qui sont très orientées en lien avec l'environnement. À savoir notamment, après avoir fait mon bac sciences techniques de l'agronomie et de l'environnement pour peut-être devenir agriculteur, j'ai souhaité poursuivre mon cursus de formation avec une prépa intégrée, une école d'ingénieur m'a permis d'avoir le titre d'ingénieur juriste en environnement à l'Institut supérieur de l'environnement qui est aujourd'hui Hmm. rattaché à l'université de Saint-Quentin en Yvelines dans le 78 et une des premières écoles finalement qui conjuguait deux cursus à la fois scientifiques généralistes sur les sciences de l'environnement et ses applications dans le monde de l'entreprise notamment, mais plus généralement dans l'ensemble des organisations et un volet aussi important sur le droit de l'environnement et en l'occurrence le code de l'environnement qui, on le sait, évolue de manière un peu exponentielle au fur et à mesure des réglementations, qui se complexifie parfois, qui est un élément central en tout cas pour les décisionnaires pour du coup se mettre soit en conformité, mais aussi pour parfois aller au-delà et s'interroger voilà, sur des modèles de gouvernance, s'interroger sur la mesure des impacts environnementaux et mettre en place du coup un modèle plus durable d'entreprise et d'organisation. Donc Donc, à l'issue un parcours méritant en fait qui commence en fait par la culture finalement de la terre en fait finalement et qui se poursuit en fait avec des notions d'économie, d'ingénieur, voilà, quelque chose de très porteur. Donc un parcours très dense finalement. Quand j'ai lu le CV en fait que vous m'avez transmis, j'ai trouvé ça très atypique. Et très culture de l'effort. Voilà. C'est vrai que je peux remercier l'environnement familial, mes parents en particulier, qui m'ont aussi incité voilà, à poursuivre, encourager les études. Mais c'est vrai que les souvenirs estivaux de passer les moissons à aider le père avec mon frère jumeau aussi, hein, faire quelquefois le cover crop, le passer le labour, Ah ou oui, en tout cas être l'été dans les champs, ça me manque un peu, à vrai dire. Et, excellent.
Et voilà. Mais en tout cas, c'est des repères et un lien qui compte beaucoup pour moi dans l'équilibre voilà, pro, perso et aussi dans le Mais travail que je fais. Voilà, après, c'est important. ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi l'aspect politique. En fait, vous êtes engagé en politique pour des raisons qui vous sont propres, que vous allez peut-être nous exposer dans quelques instants. Mais finalement, quelles sont-elles, en fait, ces motivations, en fait, vous auriez pu rester dans l'économie, écologie, en fait, circulaire et autres, mais vous avez décidé de vous engager en politique. Ouais. Alors en fait, il y a une école de formation qui est assez intéressante qui s'appelle alors, à l'international, puisque c'est un mouvement international, c'est JCI, Junior Chamber International. Et Ouais. en France, on a le particularisme de l'appeler JCE, Jeune Chambre économique, qui est une association internationale, je crois, qui a environ 200 000 membres dans le monde entier, qui sont des jeunes citoyens entreprenants de 18 à 40 ans. Alors aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais du coup, j'étais à l'initiative avec d'autres adhérents de la relance de la Jeune Chambre économique de Nevers. Et en Hmm. fait, pour la petite histoire, c'est Étienne Mission Guillon. d'intelligence économique, en fait, finalement, mission très assez, assez portée sur le rayonnement économique, non pas sur les affaires liées à l'intelligence économique, mais sur la noblesse en fait de l'intelligence économique qui veut en fait du rayonnement et de la coopération. Exactement, exactement. Le principe, c'est de la formation et de l'apprentissage par l'action, des actions qui ont pour objectif d'être transmises à des acteurs, mais portées initialement par l'association de la Jeune Chambre économique locale, donc en l'occurrence celle de Nevers à l'époque, Mhm. en 2013. Et l'objectif, c'est de pouvoir du coup apprendre de porter un projet. Il y a une méthodologie. Qui passe de l'enquête pour voir si des actions similaires ont été déjà mises en œuvre dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, sur plein de sujets. En fait, il n'y a aucune limite dans la nature des actions portées par la Jeune Chambre économique, hormis le cadre méthodologique et cet esprit de coopération, de vouloir faire progresser la société en général et l'économie locale en particulier aussi. Donc, Donc à ce finalement, moment-là, pardon, allez-y, voilà. donc à ce moment-là, vous vous engagez en politique, on le sent bien. En fait, il y a quand même ce terreau là qui sommeille. Et qu'est-ce qui fait que vous gagnez la mairie de Non, Nevers? Ça, alors, ça fait un raccourci. oui, oui, oui. Alors, je ne suis pas maire de Nevers, je suis adjoint au maire de Nevers. Adjoint au Et maire. voilà. Et en fait, la particularité, c'est que la Jeune Chambre économique m'a permis de créer mon entreprise après avoir travaillé pendant presque 3 ans en chambre de commerce et d'industrie. Et j'ai créé un bureau d'études en ingénierie environnementale pour accompagner les organisations dans des stratégies de décarbonation ou sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Et en 2020, du coup, j'avais une sollicitation d'une amie Isabelle, qui se reconnaîtra si elle entend le poste, qui m'a proposé de découvrir le mouvement politique Nevers à vivre, qui était en phase de campagne, donc l'équipe sortante, hein, dont le maire était et est toujours Denis Thuriot, que je Mhm. remercie au passage pour m'avoir fait confiance et m'avoir offert l'opportunité d'être depuis 2020 adjoint au maire de Nevers. Donc, sur les questions de mobilité, stationnement, d'économie sociale et solidaire, mais aussi sur les questions d'innovation et du numérique avec d'autres collègues, bien entendu. Ah, c'est un gros poste, hein. C'est un gros poste. C'est un poste important. C'est un poste euh, maître, en fait, dans les politiques publiques, en fait, ce type de... C'est vrai qu'il y a, bah, comme toutes les collectivités, il y a des missions qui sont essentielles. Bon, je pense à la petite enfance parce que c'est une compétence obligatoire pour les communes hein, de pouvoir évidemment proposer une offre ben, pour les plus jeunes de l'élémentaire, voilà, à l'école avec d'autres compétences obligatoires. Et effectivement, sur les mobilités, alors on a souhaité déléguer la compétence mobilité à Nevers Agglomération, mais il y a quand même tout un ensemble
d'action sur ces sujets-là qui sont nécessaires. Hmm. Donc, je travaille de concert avec Nevers Agglomération. Je suis aussi élu à l'agglomération conseiller communautaire. Et après, sur les questions d'innovation et de numérique, on le sait, il y a un travail de veille stratégique qui est important parce que tous les territoires essayent de se différencier pour être attractifs, hein. Nevers Hmm. est une ville médiane qui compte environ 35 000 habitants et qui, de par son historique économique, de par sa caractéristique, on va dire l'ensemble des traits qui la caractérisent, a subi, on va dire, il y a de nombreuses décennies un âge d'or. Il y a eu un moment très difficile. Et là, depuis effectivement 2 mandats, en tout cas, notre leitmotiv, c'est évidemment l'attractivité de la ville. Donc, Hmm. ça passe par notamment le fait de rénover certains équipements, d'en construire de nouveaux, mais aussi ça passe par une action forte sur les sujets d'innovation. J'y reviendrai peut-être après. Et sur la question de la durabilité, voilà. Mais on essaie de faire de notre mieux et on pense qu'on y arrive puisque la courbe démographique s'est inversée. Donc, on attire de plus en plus d'habitants. Donc, c'est très positif Ah pour ouais, notre territoire. excellent. Ben, on va y venir justement à cette ville de Nevers, en fait, sur une série de questions histoire. En fait, connaissez-vous les origines de la ville de Nevers? Alors, question culture d'abord, quels sont les monuments emblématiques à visiter à Nevers? Alors, il y en a quelques-uns. Alors, je commencerai forcément par le Palais Ducal, qui est un des premiers châteaux de la Loire. Euh, du coup, ce château, le Palais Ducal, a été un lieu aussi important avec des ducs, des duchesses, avec un certain nombre aussi d'origine européenne, puisqu'il y a un lien très étroit avec l'Autriche, en fait. Donc, on a toute une histoire dans ce palais ducal qui est aussi racontée et présentée en passant par l'Office de tourisme, bien évidemment. Donc, pour les passionnés de gastronomie, aussi de sport, on a des atouts incontestables à ce sujet. On a un artisanat d'art qui est aussi assez remarquable, évidemment la faïence La qui nous faïence. caractérise. Est-ce que Euh, d'ailleurs, en fait, à propos de cette faïence, en fait, pourquoi la faïence de Nevers est si célèbre? Est-ce que vous le... alors c'est le bleu de cobalt qui est assez particulier et Ouais, unique. C'est ce qui permet finalement d'avoir cette couleur bleue et le cobalt donc est vraiment un élément différenciant de d'autres faïences qui peuvent être produits du coup je pense à Montargis notamment ou à d'autres villes en France avec qui on collabore d'ailleurs pour créer des liens et de pouvoir aussi mettre en perspective du coup, ce savoir-faire qui est reconnu et qui se modernise, hein, il faut le dire. Voilà, si vous allez sur les sites internet des principaux faïenciers, je pense à la faïencerie Georges ou Bernard. Donc, on a évidemment des collections qui se modernisent de plus en plus, qui sont très dans l'air du temps. Et pour Noël, évidemment, j'étais obligé de passer dans la boutique pour aller acheter des petits cadeaux et de montrer comme c'est beau et utile et fonctionnel avec des vieilles faïences qui peuvent ouais. évidemment encore exister, mais on est sur des choses assez tendances maintenant. La gastronomie, à présent, en fait, quels sont les plats ou les spécialités? Est-ce qu'il y a des spécialités locales, en fait, typiques de Nevers en gastronomie? On a alors du coup la culture gastronomique de Bourgogne, j'ai envie de dire en général. Donc il y a une influence aussi du Morvan avec les Morvandais qui aussi avaient cette culture de la gastronomie assez forte. Nous sur les bords de Loire, Nevers donc qui est vraiment au bord de la Loire, avec du coup, finalement, des pâtisseries assez connues. Bon, le Négus, on le connaît, Hmm. il est fabriqué aussi sur le territoire. Il y a un certain nombre d'autres pâtisseries, des spécialités locales qui sont même créées il y a peu, on peut le dire. Et c'est vrai que euh, la question, le vin aussi est aussi un trait caractéristique du territoire. Alors peut-être plus à l'échelle du bassin de vie. Il faut remonter vers la Loire, vers la Charité-sur-Loire, vers le Sancerre qui est aussi sur le département limitrophe. Mais on a à Pouilly évidemment de très très bons vins avec tout un ensemble de spécialités locales. Voilà, que ça soit du sucré, salé, je ne vais pas les énumérer maintenant, mais en tout cas, il y a vraiment de bons restaurants avec de belles choses à découvrir autour d'une table.
géographiquement, on en a parlé un petit peu précédemment dans ton allocution en fait sur la morphologie de Nevers. En fait, est-ce que tu peux nous décrire sa situation géographique, par exemple, dans quelle région, rivière, en fait, elle se situe? Alors, on a la confluence de trois bassins versants qui sont finalement le bassin versant alors je ne vais pas les énumérer, mais en gros, c'est assez particulier, donc, parce qu'on a quand même une situation hydrographique qui est assez particulière. On a la Nièvre, donc, qui est une rivière qui porte le nom de notre département, donc, qui est une rivière avec plusieurs affluents et qui passe par Nevers avec du coup des canaux à certains endroits, avec un canal aussi qui est en périphérie de Nevers, qui permet d'avoir plusieurs connexions avec Paris, notamment, et d'autres villes aux alentours du territoire. On avait évidemment le transport du bois qui se faisait du Morvan jusqu'à la région parisienne euh, pendant le début du XXe siècle, avec le bois qui flottait et qui passait les canaux au fur et à mesure pour être acheminé en flottant jusqu'à Paris et chauffer les Parisiens. Donc on a cette culture, on va dire, de l'eau en quelque sorte, de par la rivière, de par le fleuve, la Loire, évidemment, qui va se Mm. jeter du côté de Nantes, avec Ouais. du coup toute cette situation hydrographique qui en fait une particularité. On a de belles forêts, de très grandes forêts, de feuillus, de résineux aussi, qui est parfois plutôt implanté du côté du territoire du Morvan, avec de grandes forêts voilà, qui sont vraiment un atout de calme, de plaisance pour les touristes, pour les habitants. Et beaucoup de personnes ont aussi des maisons secondaires pour profiter, j'ai envie de dire, du cadre de vie qui est très qualitatif à moins de 2 heures de Paris en Ça train. donne envie, en tout cas, de s'y installer, en fait, avec tout ce que tu viens de nous dire concernant ces éléments, en fait, culturels, artisanaux, gastronomie, en fait, et la géographie même porteuse, en fait. Alors, j'ai pas envie de faire trop de promotion, en fait, pour la ville de Nevers, mais quand même, on est là pour ça, on est là pour polariser, en fait, les intérêts sur Nevers, et c'est le cas. Tu es venu me voir la première fois en fait pour l'association Écrin en fait qui est une association en fait un dispositif en fait d'économie circulaire. Quels sont les quatre domaines d'action prioritaires du dispositif Écrin? Alors, peut-être Des éléments de contexte d'abord peut-être sur. ouais, peut-être préciser, écrin, donc c'est engagé collectivement pour le réemploi et l'inclusion. Oui. On a, avec Nevers Agglomération, la ville de Nevers, et surtout grâce à l'initiative de Denis Thuriot et de Michel Anger, donc initié le sommet international de l'innovation en ville médiane, qui réunit des acteurs économiques avec le monde des collectivités pour nous permettre, en quelque sorte, avec des collaborations, des expérimentations sur tous les domaines de compétences d'une collectivité, d'une ville médiane, de pouvoir expérimenter. Donc à l'échelle de la ville, on a expérimenté un certain nombre d'applications sur des passages piétons intelligents qui vont avoir un signal lumineux pour assurer une prévention des passages par les piétons pour qu'ils Mm. passent de manière sécurisée, par exemple. Mais il y a plein d'autres applications pour la gestion de la ressource en eau, par exemple. Et en fait, sur l'économie circulaire, donc sur la question des ressources naturelles, qui est l'objectif, hein, de ce principe qui est défini par l'ADEME, Mm. euh, on a, avec l'agglomération, initié un collectif. Donc, on a réuni plusieurs acteurs autour de ce projet pour constituer une association, un pôle territorial de coopération économique qui a pour objectif de porter des projets de création qui vont avoir de la création d'emplois et qui vont permettre en tout cas de développer des activités de reconditionnement, de Ça, remanufacture. c'est finalement ce qu'on appelle, enfin, moi, quand j'ai fait mes études d'intelligence économique, l'intelligence territoriale, en fait, finalement, vraiment au cœur de la dynamique, en fait, des politiques publiques régionales. Et ça, c'est du rayonnement. C'est vraiment très intéressant. Oui, je vous laisse reprendre. Mm. Ouais. Et effectivement, il y a
c'est de l'ingénierie territoriale ou c'est de la catalyse territoriale, c'est aussi d'autres termes qui sont Mm. souvent employés dans le milieu. On se rend compte que au travers de la commande publique des collectivités, on a des besoins qui sont très clairement exprimés pour construire des bâtiments, pour équiper nos agents avec des tenues de sécurité, pour acheter différentes choses. Donc, évidemment, la commande publique est un levier important pour stimuler cette nouvelle filière autour de l'économie circulaire, d'autant qu'il y a une réglementation qui s'appelle la réglementation qui a été publié il y a quelques années, euh, la loi AGEC, en fait, qui est agir contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, qui oblige les collectivités à réemployer un certain nombre d'équipements comme les sièges, comme les, comment dire, les ordinateurs. Donc, quand on achète des équipements de cette nature-là, on doit acheter un certain pourcentage, donc ça peut être 15, 20, 30% en fonction des catégories, issus du réemploi. Donc, il faut que ça soit reconditionné, un siège reconditionné, par exemple, ou un ordinateur reconditionné. Et en fin de vie, quand le siège ou l'ordinateur est en fin de vie, on doit les orienter vers des acteurs qui sont spécialisés dans le réemploi. Et sur le territoire, donc on a tout intérêt, comme tous les territoires en France finalement, à avoir un écosystème, un maillage qui permette de pouvoir avoir des solutions concrètes de réemploi, d'équipements réemployés, avec de la création d'emplois et du coup une économie territoriale de proximité Et qui vont permettre ça. comment Écrin prévoit d'évaluer l'impact de ces projets, en fait? Donc, on a mis en place une méthodologie assez simple. C'est une méthodologie en mode projet. Donc, dès Ouais. lors qu'on a un projet qui est validé par l'ensemble des partenaires du pôle territorial de coopération économique, on va réaliser le projet. Mais avant, dans la fiche projet, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont déterminés sur le volet social, environnemental, et économique notamment pour voir quels sont les indicateurs de succès finalement. Et on va demander aux différents partenaires qui vont porter le projet de pouvoir assurer un suivi de ces indicateurs-là. Et on va du coup permettre, lors des assemblées plénières, présenter alors 1 à 2 fois par an, en tout cas, ces indicateurs. Donc là, on a à peu près 7 projets qui sont portés. Comment l'association, en fait, enfin, comment le dispositif Écrin, en fait, prévoit-il d'impliquer les citoyens et les entreprises locales dans ces initiatives? Alors, c'est une bonne question. La difficulté de l'exercice, c'est de pouvoir capitaliser sur les atouts et les forces du territoire. Et alors, si je me focalise principalement sur les entreprises, du coup, la question qu'on s'est posée déjà, c'est déjà de connaître précisément quels sont les acteurs économiques qui sont déjà sur ces métiers-là. Donc, on a été les rencontrer. Donc l'objectif, c'était de les faire intégrer, de les faire adhérer au collectif. Alors, évidemment, on y va de manière progressive, hein. L'objectif, c'est de travailler qualitativement en fonction des besoins de la commande publique, notamment, mais pas que, et de pouvoir déclencher, du coup, aussi indirectement du chiffre d'affaires pour ces acteurs qui sont déjà positionnés sur le territoire. Donc c'est un travail d'échange, de collaboration assez évident. Et on a souhaité, du coup, pour avoir une bonne représentation dans la gouvernance de l'association, avoir 3 collèges. Le premier qui représente le monde des entreprises, des industries. Le deuxième, le monde des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et le troisième pour les collectivités territoriales. Donc on a effectivement une gouvernance partagée avec ces 3 collèges et une représentativité de l'ensemble des acteurs. C'est Pour ces les mécanismes, c'est citoyens, ces mécanismes en fait, qui seront mis en place pour assurer la durabilité des projets de réemploi ou c'est dans ouais, en fait, c'est un peu comme toutes les structures. Souvent, on a tendance à vouloir trop se focaliser sur les personnes et du coup, là, on met en place une gouvernance qui évite, qui permet d'assurer une continuité au-delà des mandats qui pourront se poursuivre en impliquant du coup des collèges qui vont avoir leur représentation et du coup, on a aussi fait le choix de pouvoir pour chacun des grands des collèges en fait, hein, de pouvoir avoir un coprésident pour chacun des collèges. Donc, il y a 3 coprésidents et je suis coprésident pour la ouais. partie des collectivités.
Et l'objectif, c'est de pouvoir avancer de manière pragmatique en mode projet avec une évaluation de l'impact. Et chaque coprésident a une responsabilité sur l'un des trois domaines qu'on met en œuvre. Donc, il y a un domaine qui est lié au reconditionnement des équipements électroniques et informatiques, auquel est adossé aussi un programme européen sur lequel on travaille avec Nevers Agglomération. Le deuxième axe, c'est un axe sur la filière du réemploi dans l'ameublement et dans le textile. Et enfin, le troisième axe, c'est le réemploi, reconditionnement dans le bâtiment et les travaux publics. Donc, on a Mm. aussi tout intérêt à structurer ces filières sur ces trois axes-là prioritaires, ce qui n'exclut pas d'agir sur d'autres domaines d'action. Et je pense notamment au volet formation, enseignement supérieur et même l'apprentissage, hein, qui est un élément essentiel pour ces nouveaux métiers où on va en voir de plus en plus sur le marché. On le voit avec Quali-Répar, le label Quali-Répar, par exemple, Mm. qui est porté par l'État, permet aux citoyens finalement de faire appel à un organisme qui a des compétences et une qualité de service. Et ben, du coup, ça nécessite aussi au niveau des pouvoirs publics de pouvoir monter en compétences et mettre en place des nouveaux cursus de formation pour la jeunesse qui vont se spécialiser dans ces domaines-là. Très bien, parfait. Comment, moi j'avais une question sur l'inclusion sociale. Comment Écrin en fait peut mesurer le succès de ses actions en matière d'inclusion? Alors ben souvent, alors c'est une passerelle. C'est vrai que l'inclusion, alors contrairement aux entreprises à but d'emploi, qui sur le principe est très bien, mais qui vont maintenir des personnes en situation un peu intermédiaire et qui vont pas viser un emploi durable en CDD ou en CDI. euh, le pôle territorial de coopération économique, c'est un peu une passerelle Mm. et en termes d'inclusion, du coup, on va effectivement privilégier donc autant que possible des emplois qui sont issus, euh, comment dire, de personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui vont venir dans le PTCE, qui vont travailler soit pour le PTCE ou au travers d'un acteur de l'ESS qui est engagé dans le PTCE, dans le pôle territorial de coopération économique. Et du coup, il va travailler pendant quelques mois, peut-être une année ou un peu plus. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une transition dans l'économie classique et qu'il puisse avoir une situation en CDD et CDI, on Mm. le souhaite tous. Donc, l'indicateur de succès, finalement, ça va être comment dire, le nombre de personnes qui ont été en situation d'insertion et qui iront vers l'économie classique. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'évaluer aussi les emplois créés de manière pérenne avec aussi un volume financier, le chiffre d'affaires généré par ces activités-là. On peut assez facilement, en tout cas, valoriser cela. Mais au-delà de ça, il y a tout le volet environnemental, puisque l'objectif, en tout cas, c'est un peu le projet que l'on porte hein, sur le territoire, c'est aussi dans le cadre de notre démarche innovation de territoire intelligent, de pouvoir viser une certaine circularité. On parle de métabolisme circulaire, comme si la ville était un métabolisme. On va essayer Eh oui. d'appréhender les flux entrants, les flux sortants, et on va cartographier ça. Donc là, on est un peu dans les débuts pour la feuille de route du BTP, mais l'objectif, c'est d'asseoir une autonomie d'approvisionnement en matières premières, en ressources pour qu'on puisse, à l'échelle du bassin de vie, viser une certaine autonomie, autosuffisance, ou ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais Et comment évidemment, vous avez prévu de communiquer en fait sur ces actions et ces résultats auprès du grand public? Vous avez une stratégie? alors là, du coup, on était retenu par le gouvernement avec 15 autres territoires on est labellisé niveau 2 au niveau des pôles territoriaux de coopération économique. On a une dotation de 100 000 euros, donc on a un Ouais. chargé de mission qui est recruté et on a un programme de communication qui va se mettre en œuvre là, à partir de mars qui permettra d'impliquer plus largement les citoyens aussi dans la démarche et ils peuvent, s'ils le souhaitent, intégrer la gouvernance puisque les personnes physiques peuvent être adhérentes à cela. Et après, on a tout un volet de communication avec le programme européen dans lequel on est engagé avec 6 écosystèmes européens, dont Nevers Agglomération, où tout l'enjeu pour les objets électroniques reconditionnés, c'est aussi de Mm. créer un sentiment d'appartenance
aux objets, de créer du coup du sens par rapport à l'action d'acheter un équipement reconditionné plutôt qu'un équipement neuf. Donc il y a évidemment du coup un changement un peu de regard qui est Stratégie. nécessaire ouais, dès le plus jeune âge. Donc on est en train de travailler là-dessus et évidemment ça va se traduire par des implications progressives, des communications progressives. Mais là, le Ouais. PTCE existe depuis 1 an et demi et on a Et déjà fait pas mal de choses. Mais quelles on sont va vos continuer. attentes, en fait, les attentes de l'association d'Écrin, en fait, vis-à-vis des acteurs régionaux en matière de soutien et de collaboration? Alors, du coup, Vous attendez il y a, des gens, en fait, il y a des ouais, mobilisations. alors il y a un gros sujet qui concerne les, comment dire, les éco-organismes. On a à l'échelle du territoire national une délégation de certaines filières. Quand on achète une ampoule, par exemple, on a une éco-contribution qui permet de payer la fin de vie, finalement, les opérateurs qui vont traiter la fin de vie de l'ampoule, hein. Donc, c'est le cas pour un frigo, un équipement un électroménager notamment. Et donc, ce sont les éco-organismes qui reçoivent ces éco-contributions. Donc, ça fait une dotation financière et eux réalisent des appels d'offres pour avoir des acteurs qui se positionnent sur la question de la valorisation de la matière pour que les industriels puissent récupérer la matière. Et nous, on prône, comme de plus en plus d'acteurs, le réemploi. Plutôt que de démanteler un équipement et valoriser la matière, on souhaite le réparer pour allonger sa durée de vie en sachant que, en moyenne, c'est 80% de l'impact environnemental, la fabrication d'un équipement. Donc, la première attente, en tout cas, c'est qu'on puisse avoir des synergies avec les éco-organismes à l'échelle régionale, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le conseil régional, avec qui on est en contact, pour avancer de manière constructive sur des dotations financières qui permettraient, via notre pôle territorial de coopération économique notamment, de pouvoir développer ces activités avec du coup des aides financières qui seraient du coup allouées par les éco-organismes, donc en priorité sur les 3 filières stratégiques. Donc là, on a un travail dans ce sens qui est fait et évidemment, le travail de concert avec Nevers Agglomération, qui a aussi une compétence sur l'économie circulaire, sur la planification, sur la feuille de route territoriale, on a évidemment des synergies évidentes. On travaille ensemble pour que plus largement sur le développement économique, voilà, on puisse avec le conseil régional, stimuler les acteurs industriels notamment et faire en sorte que ça soit une démarche vertueuse et qu'ils prennent des réflexes pour faire de l'éco-conception, pour développer du coup des stratégies de décarbonation. De plus en plus le font, mais on est aussi dans cette incitation et cette vulgarisation avec les collectivités territoriales comme la région ou l'agglomération de Nevers. Entendu, en fait, mon questionnaire arrive à terme. Je n'ai plus de questions concernant Écrin. Je crois que tout est clair. En fait, maintenant, il reste plus qu'une seule et maître question, en fait, celle du mot de la fin. En fait, à vous de nous dire ce que vous avez envie de nous dire, en fait, Bertrand Couturier, à, à votre parole. Très bien, merci. J'ai envie de passer un message plutôt positif parce que c'est vrai que dans souvent les médias en général, alors je tiens à vous rassurer, pas avec Aurélien, Pas mais tous, pas tous. pas tous, oui. Il y a de nombreux médias qui sont positifs et qui mettent en lumière un certain nombre d'actions sur les territoires et je voulais les remercier en particulier et passer ce message aussi auprès des acteurs que vous êtes, que nous sommes les citoyens finalement, puisqu'on a tous un rôle à jouer finalement dans la transformation des territoires et c'est un peu comme l'effort du colibri qui, goutte après goutte, pour éteindre le feu en quelque sorte et voir plutôt le verre à moitié plein que vide. On a notre rôle à jouer, évidemment, que ce soit en tant que consommateur quand on va aller faire ses courses. Et je pense qu'on est en recherche de modèles européens, que ce soit à tous les niveaux. On le voit, hein, il y a un leadership qu'on doit retrouver pour trouver plus d'autonomie comparé à des grandes puissances que peuvent être aussi les États-Unis ou la Chine. Et le fait de choisir, en tout cas, dans l'acte de consommation et de prendre quelques minutes de plus quand on va faire les courses pour savoir d'où vient tel ou tel produit, acheter plus localement, ça c'est évidemment un réflexe qu'il faut prendre de plus en plus. Je sais que c'est contraignant de prendre
temps de regarder les étiquettes, d'où c'est fabriqué, d'où ça vient, et de privilégier en tout cas les filières locales, filières courtes. Et c'est surtout avec vous, les citoyens, que les collectivités pourront aussi rendre encore plus fortes ces politiques publiques, parce que finalement, les tendances sur le numérique, Internet, les achats en ligne, ça transforme de manière assez radicale nos centres-villes, ça transforme de manière assez radicale les comportements de consommation, mais ce message de responsabilité dans l'acte de consommation est vraiment essentiel, mais je le sais, je suis optimiste pour la plupart des nouvelles générations, des plus anciens aussi. On est quand même un certain nombre à le faire, mais soyez l'ambassadeur et portez la parole pour qu'on puisse progressivement aussi amplifier la dynamique, celle d'être, alors non pas forcément nationaliste, mais à l'échelle européenne, privilégier en tout cas des acteurs économiques dans la consommation et aussi inscrivez-vous dans une logique d'économie circulaire à votre échelle et soyez un influenceur, j'ai envie de dire, dans vos organisations où vous travaillez. Je pense que vous avez aussi votre mot à dire. Les dirigeants sont de plus en plus sensibles et surpris parfois sur la façon dont vous pouvez interagir, exprimer des attentes et ça va influer leurs décisions, évidemment. Donc ça, c'est essentiel aussi. Ayez de l'audace, soyez optimistes et merci encore pour, voilà, pour tout, pour cette écoute en tout cas. Merci, Merci. merci Bertrand Couturier en fait d'avoir été parmi nous aux ondes clandestines. En fait, les petits rivières en fait font les grands fleuves. Moi, je n'ai qu'un seul mot à dire. En fait, ici, on a dialogué en fait sur l'économie circulaire. En fait, ce qui est important également de retenir, c'est que l'équilibre en fait est avant toute chose la préservation de l'écologie, mais aussi le développement économique. En fait, c'est très important. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu faire cette émission avec Bertrand Couturier, en fait, que je remercie chaleureusement. Et je rends l'antenne. À très bientôt. Merci Aurélien, à bientôt, au Merci, revoir. merci, au revoir. Merci.